Bonjour Serge, bonjour Frédéric. Bonjour. On vous rencontre pour le dernier tome de la série Centaine. Pouvez-vous nous raconter la genèse de la série? La genèse de la série, c'est suite à L'Homme gribouillé. J'ai envie de faire un polar un peu sombre, un peu électrique, et je demande à Serge si ça l'intéresse de continuer à collaborer, et je lui dis l'idéal ce serait de faire Twin Peaks écrit par Jean-Patrick Manchette. Ses yeux se sont allumés, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est ça. Et c'est comme ça que ça commence. C'est bien que vous dites Twin Peaks, parce que l'une de mes questions c'était justement est-ce qu'il y avait l'influence de la série de David Lynch qui vous a inspiré pour Centaine? C'est pas tant une influence qu'une référence commune en fait. Quand il me dit ça, Twin Peaks, je sais, on va pas faire Twin Peaks, mais je sais de quoi il parle. Et pour être d'ailleurs plus pratique, c'est presque plus Fargo que Twin Peaks qui a servi de matelas d'influence quand je me suis posé, que je me suis dit alors quelle histoire, petite ville un peu isolée, la neige. On était dans un registre qui était plus proche de celui des frères Cohen que de celui de Lynch. Il y a un côté un peu fantastique. Il y a un côté fantastique. Non, absolument. Il y a un côté fantastique, mais c'est un fantastique vaporeux, elliptique, qui concerne surtout qui passe surtout par la présence d'éléments naturels surpuissants, les cavernes, les eaux souterraines, l'invasion des grenouilles, la météo qu'on peut prévoir à la seconde près. C'est ce genre de détails qui crée un halo de mystère autour de cette ville, plus qu'une intrusion du fantastique, disons, de façon classique. Comment résumerez-vous la série? C'est complexe à raconter comme grand lecteur. Si on devait résumer le récit, on pourrait dire que c'est les 7 samouraïs à Thonon-les-Bains. Elle est bien celle-là. J'aurais dû commencer par ça aussi. C'est l'histoire d'une petite ville de montagne qui a connu son heure de gloire parce qu'il y a des autres sources, et puis qui a été un peu oubliée et dans laquelle débarque, crée de la richesse mais aussi de la violence et du crime, une bande de mafieux venus de l'Est, on ne donne jamais de nom de pays, et contre lesquels les habitants du cru essayent de résister en vain jusqu'à l'arrivée de 2 frères détectives. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Donc c'est les 2 samouraïs. En fait. C'est 2 samouraïs, et pas 7. Et ces frères vont en fait, à la fois par choix et un peu aussi parce que c'est comme ça que les événements les entraînent, prendre le parti des habitants contre ce qui vient, contre la vague de crimes qui déferle sur eux. Et tu appelles ça un pitch? C'est pas vraiment un pitch. Oh, c'est long. C'est long pour un pitch. Et donc, comment ils sont nés les personnages? Il faut créer des personnages assez atypiques, assez original. C'est une sorte en fait, on s'était, quand on a commencé à avoir les premières discussions, avant même d'avoir une histoire ou même une idée d'histoire, d'abord Fred a tout de suite mis au point un système de couleurs, donc il m'a envoyé une dizaine de pages de croquis, et dans les croquis, il y avait déjà des personnages qui préexistaient. C'était des recherches de personnages. Physiquement, avant même qu'on ait des noms ou des rôles. Avant l'écriture. Avant l'écriture. Les gueules en fait. Voilà. Ensuite, il y a eu une rencontre, ça a pris 1 an tout ça. Ensuite, il y a eu une rencontre où il m'a parlé d'une petite fille. Il voulait une histoire avec une petite fille. Donc il y avait un personnage de petite fille à créer. Et puis on s'était mis d'accord aussi assez vite sur le fait que les 2 héros seraient 2 frères, un noir, un blanc. Donc quand on mélange ces 3 sources de réflexion, on a assez vite vu arriver la galerie des personnages. Et il y a eu un moment vraiment très fort de création au moment où Fred a inventé Stan et Tanya, c'est-à-dire les 2 enfants dégénérés du clan Saxe qui profitent de la position de leur famille dans la ville pour faire toutes sortes de trafics atroces. Voilà, avec ça, on avait une sorte de galerie d'une dizaine, d'une quinzaine de personnages qui étaient le peuple de l'histoire. En fait, c'est vraiment une fusion entre vous deux pour créer cet univers. Oui, sur le processus, oui. C'est comme ça. Oui, c'est un terrain commun déjà de référence et d'envie, je pense, et puis une capacité à discuter et une absence de rapport de force, je crois. Enfin, c'est pas vrai, il y a un rapport de force, mais c'est un rapport de force équilibré, jamais conflictuel. Voilà. Donc c'est facile. En fait, tous les dessinateurs scénaristes travaillent comme on avait travaillé là. Non, mais ça c'est
parce qu'il y a autant d'exemples de collaboration que de gens, mais moi je ne veux jamais travailler dans le cliché, enfin, disons l'archétype assez ancien de la collaboration où le scénariste détaille dans son scénario tout le découpage, la taille des cases, les didascalies, etc., etc. Ça c'est un truc qu'on a fixé d'entrée, enfin que je lui ai fixé d'entrée, c'est qu'il faut qu'il écrive comme du roman, mais sous-écrit, quoi. Voilà. Et là-dedans, moi, je coupe, je dilate, je garde l'essentiel du dialogue et je garde surtout ce qui est pour moi le plus dur et que lui fait très bien, c'est-à-dire l'architecture technique de l'histoire, quoi. Mais le fait qu'il accepte de faire ça, c'est ça qui rend cette espèce de fusion où les frontières commencent à se troubler, quoi, entre les deux rôles. Pourquoi le choix du début, comme ça s'appelle le titre, c'est les Thermopyles? C'est un jeu de mots. Au départ, ça ne devait pas être ce titre. Je me souviens, on avait trouvé un premier titre et puis finalement, mais il n'était pas très puissant. Et puis, en voyant la façon dont le scénario prenait forme autour de cette espèce d'immense siège comme ça qui dure 40 pages, l'archétype de la guerre de siège, enfin c'est pas vraiment une guerre de siège d'ailleurs, mais d'un des combats homériques d'une toute petite bande contre une armée puissante, c'est la bataille des Thermopyles. Et en ayant cette idée, d'un seul coup je me suis dit, mais en plus on est dans une ville thermale, donc il y a une sorte de double jeu. Il y a une partie des lecteurs qui ne savent probablement pas ce que c'est que la bataille des Thermopyles, mais qui penseront que ça a à voir avec l'histoire parce qu'il y a terme dedans. Et donc c'était un très bon titre pour finir. Et donc là, ce dernier tome, c'est fini. Et pouvez-vous imaginer des spin-offs à partir des personnages Il n'y a rien de plus facile que d'imaginer des spin-offs. Le truc, c'est qu'on ne va pas le faire. En tout cas, il faudrait que des conditions soient réunies pour qu'on ait envie d'y retourner dans quelques années. Mais bien sûr qu'on pourrait imaginer un spin-off sur l'histoire de Spielmann et de ses tatouages. On pourrait raconter comment le premier des frères Sangaré est mort et est revenu à la vie. On pourrait faire les enquêtes des frères Sangaré. Oui, bien sûr. Il y a des tas de choses. On pourrait même imaginer une jonction entre l'homme gribouillet et Sainte-Haine, puisque dans l'homme gribouillet, Betty, l'héroïne, passe son temps à essayer d'appeler un flic qui pourrait l'aider, qui s'appelle Philippe. Et peut-être que c'est Philippe Sangaré, après tout, pourquoi pas. Donc joindre, développer, créer des arborescences, comme ça, il n'y a rien de plus facile, mais c'est pas l'humeur du moment, ni pour lui, ni pour moi. Et vous les retrouvez ensemble? Pas dans l'immédiat. Voilà, pas dans l'immédiat, mais il n'y a pas de fâcherie, alors. Rien n'est interdit. Quand ce sera le moment, si ça se repasse, si l'histoire repasse les places, qu'elle fait souvent en fait. Vous avez des projets en vue après ça? Oui, moi je suis déjà reparti sur autre chose. Vous voulez savoir ce que c'est ça? Non, ça m'arrange parce que je ne vous le dirai pas. Non. Et quant à moi, j'ai un roman graphique qui sort à la rentrée, intitulé Les Navigateurs, dessiné par Stéphane de Caneva, avec qui j'ai fait Métropolis, et qui va intersecter l'homme gribouillet à certains endroits. On y verra quelques personnages communs, un décor commun. Voilà. Peut-être qu'on va parler dans les Manverse bientôt. J'aimerais bien. ça voudrait dire que c'est en cours. Oui. C'est un truc qui revient, qui commence ça va te donner des mauvaises idées. Oui, je sais. Mais c'est vrai que de mes lectures très décousues d'adolescence, d'œuvres dont je n'avais que des bouts en traduction, des tomes 2, j'ai gardé cette idée que quand on fait une œuvre sérieuse, ça doit se recouper un peu partout, de façon souterraine. Un personnage mineur dans un récit devient à l'avant-plan dans un autre. Il n'y a pas forcément d'autres rapports. Mais voilà, tout ça, j'aime beaucoup ce jeu-là. Donc, c'est pas prémédité, c'est juste que ça vient comme ça, en fait. Donc, du coup, quand on met le mot faire à la fin de ce livre, quel était votre état d'esprit à ce moment-là? Alors, c'est pas quand on met le mot fin, parce qu'en fait c'est fini pour nous bien avant qu'il y ait le mot fin qui apparaît. Non, mais sans vouloir gâcher le récit, la règle du jeu dans ce genre de choses, c'est qu'il y a des personnages qui meurent. Okay, et quand X ou Y personnage, d'ailleurs qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient chez les gentils ou chez les méchants, certains d'entre eux ont déclenché chez nous une espèce de petite émotion. Effectivement, moi, il y a
Il y a deux personnages particulièrement, quand j'ai dessiné leur mort, c'était une petite émotion, voilà, ouais, c'est ça. Mais après, arriver jusqu'au mot fin, non, c'est surtout de la résolution technique. Et puis moi, je suis déjà, en fait, dans ma tête, parti ailleurs, en train de penser à autre chose. Donc c'est plutôt une bonne chose de faite. Voilà, le mot fin en lui-même. Oui, la même chose. J'ai les mêmes émotions et le même sentiment de satisfaction de clôturer comme il faut cette très longue histoire. Êtes-vous fier d'avoir fait cette série? Ah ouais, moi je pense que c'est une des plus belles choses qu'on ait faites. Dans l'histoire de l'humanité? Oui, bien sûr. Avec les statues de l'île de Pâques et les grandes pyramides. Et Salammbô de Flaubert. Et Salammbô de Flaubert qui en ce moment te travaille particulièrement. Ouais. Non, mais oui, c'est une chose que j'avais dit au tout début quand on a sorti le tome 1. Il y a la luxuriance des albums, le système de couleurs de Fred me met en joie. C'est-à-dire je feuillette les pages et j'ai l'impression qu'il y a de la lumière qui sort de ces pages. Donc je suis très content d'avoir écrit une œuvre qui a ce charisme visuel là. Du coup, pour les couleurs, parce que vous avez un choix particulier pour les couleurs. C'est pas classique, non plus dessiné. Pourquoi ce choix? La première raison, c'était pour pas m'ennuyer, c'est-à-dire pour pas reproduire ce que j'avais déjà fait. Et puis pourquoi celle-là plutôt que d'autres? Parce que en fait, au moment où j'ai entamé tout ça, c'était la prise en compte de courants esthétiques dans la fiction filmée. C'est-à-dire que les outils numériques et les éclairages LED et tout ça ont créé une façon d'éclairer les visages, les décors qui n'existaient pas avant, enfin si qui existaient, mais qu'on trouvait chez Argento ou des choses comme ça, avec des grands aplats rouges et tout. Et ça m'intéressait d'essayer de prendre ça en compte dans un dessin a priori plutôt ligne claire en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en essayant de mettre au point ce système uniquement avec des aplats, en supprimant tout effet numérique quel qu'il soit, en voulant aller vers une espèce de modernité de la mise en couleur ligne claire, je me suis rendu compte que j'ai bouclé une boucle et que je suis retombé certaines fois sur la mise en couleur de Maurice sur les vieux Lucky Luke. Et c'était pas du tout l'objectif. Mais c'était rond, c'était le signe que peut-être c'était fait pour fonctionner comme ça, voilà. Et c'est ça, l'explication ne va pas plus loin. Mais merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous.